Nous autres, peuple de la Gaule, sommes faits pour les bois, non pour les chênes. Vercingétorix, attribué par tradition orale. Lisez la guerre des Gaules, pas comme on lit un vieux traité. Lisez-le comme une leçon de ruse, de feu, de peuple, de terre. Un miroir tendu à ceux qui refusent de plier, à ceux qui, même encerclés, gardent le silence de ceux qui savent qu'ils n'ont jamais été vaincus dans l'âme. Lien en description. Ce livre est l'un des plus grands actes de communication stratégique de tous les temps. Jules César l'écrit non pas pour raconter, mais pour régner. Il ne s'adresse pas aux Gaulois qu'il combat, mais aux citoyens romains qu'il prépare. C'est un discours de conquérant, une pièce de théâtre militaire. Et pourtant, malgré cette intention, un autre récit émerge, celui d'un peuple que Rome n'a pas su briser. D'un peuple qui, dans sa défaite même, inscrit son honneur dans l'éternité. Vous allez entendre ce que César ne voulait pas que vous reteniez. La Gaule, ce n'est pas une nation, c'est une mosaïque, un puzzle vivant. Une centaine de peuples farouches, rivaux, jaloux de leur indépendance. Mais tous unis par la même foi. La terre n'est pas un bien, elle est une mère. On ne la vend pas, on la défend. La guerre des Gaules commence là, dans un malentendu stratégique. César pense soumettre des territoires. Il affronte des âmes. Rome avance avec des routes, des catapultes et des alliances. Elle propose des traités, puis envoie les légions. Elle offre la paix, mais plante des enseignes. Le fer, le feu, le droit latin. Face à elle, des guerriers à la torse nue, des chefs qui prêtent serment sur les dieux invisibles, des druides qui voient dans le ciel le destin des peuples. César entre par l'Est, prétextant protéger la province romaine. Il affronte les Helvètes, il les défait, certes, mais à quel prix? Il découvre un art de la guerre qu'il ne connaît pas encore. La guérilla mobile, la guerre de terrain, les pièges naturels, les manœuvres par le feu. Il voit des villages entiers disparaître en fumée pour ne rien laisser aux envahisseurs. Il comprend pour la première fois qu'il n'est pas face à une rébellion, mais face à une civilisation qui a décidé de ne pas survivre à sa soumission. Il avance donc avec prudence. Mais César n'est pas un général, il est bien plus. Il est un politicien. Il écrit chaque victoire pour Rome. Chaque revers devient une leçon, chaque campagne une justification. Et dans son récit, les Gaulois deviennent des pions. Pourtant, parfois entre les lignes, il laisse échapper ce qu'il ressent réellement. L'admiration, la peur, l'impatience. Car tactiquement, les Gaulois ne sont pas des brutes sans ordre. Ils innovent. César affronte une multitude de tactiques locales. Les Nerviens, au nord, se jettent dans la bataille sans peur de la mort, à la manière des Spartiates. Les Éduins, plus romanisés, jouent la carte de la diplomatie. Les Vénètes, en armorique, utilisent des navires à voile en cuir, plus lourds mais plus stables que ceux de Rome. César doit inventer, s'adapter. Il fait construire une flotte sur mesure pour les contrer. Il coupe les mâts, fait cisailler les cordages ennemis avec des faucilles montées sur perche. Une innovation tactique, mais surtout une reconnaissance implicite. Ces marins gaulois, ces Celtes des brumes, lui tiennent tête. Mais l'apogée de la tactique gauloise arrive avec Vercingétorix. Le nom semble né de la roche. Arverne, élevé dans les montagnes, initié au mystère druidique, il comprend ce que tant d'autres ont refusé de voir. L'union, même fragile, vaut mieux que la division éternelle. Il incarne l'anti-César. Il n'écrit pas. Il inspire. Il ne parle pas pour Rome, il agit pour la Gaule. Sa tactique, le déni de terrain. Il ordonne la terre brûlée. Il préfère affamer son peuple plutôt que de nourrir l'ennemi. Il détruit les greniers, rase les villages, enlève toute possibilité de ravitaillement à César. C'est une guerre longue, froide, souterraine. Il utilise les forêts, les cols, les rivières. Il tend des embuscades, il coupe les communications, il asphyxie, il impose le rythme. César, pris dans ce piège, connaît alors l'une de ses premières véritables défaites à Gergovie. L'armée romaine recule, ses légions sont saignées, les Gaulois jubilent. Le mythe de l'invincibilité romaine vacille, mais la victoire épuise. Le feu de la révolte s'est levé, mais le vent tourne. César, humilié, revient avec une autre stratégie. Il coupe les alliances entre tribus, il fait circuler de faux messages. Il promet, puis il frappe. Il divise encore, et il pousse Vercingétorix à se retrancher. Ce sera Alésia. Imaginez une colline ceinte de murailles naturelles. Une ville gauloise fortifiée. À l'intérieur, des milliers de guerriers, hommes, femmes, enfants.
À l'extérieur, Jules César, avec une idée, construire 2 lignes de siège. L'une pour enfermer, l'autre pour se protéger des renforts gaulois. Une idée géniale, terrible, inédite. Des kilomètres de fossés, de pièges, de palissades, de tours de guet. En quelques jours, César transforme la géographie. Il ne combat plus un peuple, il construit une prison à ciel ouvert. Mais les Gaulois ne cèdent pas. Ils lancent une sortie, puis une autre. Ils appellent des renforts et ils arrivent. Des dizaines de milliers d'hommes surgissent au loin. Le piège se referme sur César. Les Romains sont désormais pris entre 2 feux. Ceux qui sont dans la ville et ceux qui arrivent de l'extérieur. Et là, César fait ce que seuls les stratèges nés peuvent faire. Il ne recule pas. Il resserre ses lignes, il concentre ses forces. Il lance une contre-attaque sur plusieurs fronts. Il fait usage de signaux, de messagers, de leurres. Il prend l'initiative et il écrase. Vercingétorix, voyant la famine, l'épuisement, la mort, comprend. Il fait ce que la tradition celtique attend d'un chef. Il prend sur lui le poids de l'échec pour préserver son peuple. Il se livre. César le fera marcher à Rome, puis l'enfermera pendant 6 années, puis le fera étrangler après son triomphe. Mais jamais il ne dira que cet homme, sans armée, sans richesse, sans sénat, lui a tenu tête plus que tous les rois de l'Orient. Et maintenant, écoutez bien ce que César ne dit pas dans son texte, ce que son silence trahit. Les druides n'ont pas disparu. Les rites se sont poursuivis. Les mythes n'ont pas été effacés. Les pierres levées, les chants sacrés, les calendriers lunaires, tout a continué, en souterrain. Rome a conquis les corps, mais les esprits, ils sont restés libres. César voulait écrire une victoire. Il a écrit, malgré lui, une tragédie. Il ne raconte pas que ces peuples luttaient sans solde, sans promesse de gloire. Il ne dit pas que certains préféraient se jeter dans le feu plutôt que de se rendre. Il ne dit pas que, jusqu'au dernier jour, les dieux des bois et des sources étaient invoqués. Que les torques d'or, portés autour du cou, n'étaient pas des bijoux, mais des serments invisibles. Que les Gaulois ne combattaient pas pour vivre, ils combattaient pour rester eux-mêmes. Vous voyez maintenant pourquoi ce livre est lu encore aujourd'hui dans les écoles de guerre. Parce que la guerre des Gaules n'est pas un simple récit. C'est une partition de stratégie, un manuel de guerre psychologique, un traité de manipulation diplomatique, un champ de résistance identitaire. Ce livre vous montre comment gagner une guerre. Mais il vous révèle aussi comment un peuple, même défait, peut triompher dans la mémoire. Lisez la guerre des Gaules. Lisez-la avec vos nerfs, avec vos rêves, avec votre colère et votre silence. Lisez-la pour comprendre comment on prend un empire à revers, parfois juste avec un mot, un refus, une torche. Lien en description. Ce texte est étudié dans les académies militaires les plus sélectives du monde. Il dort dans les archives des bibliothèques d'Oxford, de la Sorbonne, de Yale. Il a façonné des généraux, des révolutionnaires, des penseurs. Il circule entre les mains de ceux qui ne parlent pas beaucoup, mais qui savent ce que coûte la liberté. Le lire, c'est entrer dans ce cercle, discret, lucide, réfractaire, le vôtre.